La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à la fantasy, Marine Mac et Jean Jouberton analysent l'univers du jeu vidéo World of Warcraft. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence qui est donc consacrée à la direction artistique de World of Warcraft et ses composantes fantasy pour suivre le cycle de conférences qui est proposé. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on a un petit aléa technique qui fait que Windows a décidé que ça allait retarder un peu le digital painting qu'on va vous proposer ce soir. En tous les cas, je vais vous présenter un petit peu Florian Devos, je vais le laisser se présenter également. Ce que vous pouvez voir qui s'affiche en fait à l'écran, ce sont des œuvres qu'il a produites dans le cadre soit d'œuvres personnelles, soit de jeux vidéo. Je vais vous montrer de suite. Donc Florian, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous, je m'appelle Florian Devos, je suis illustrateur concept artiste. Mon travail, ça va être d'essayer, même complètement de coller le plus possible à une vision, qu'elle soit d'un studio ou qu'elle soit d'un directeur artistique, afin d'établir toute la bible graphique pour un jeu vidéo ou pour tout autre univers comme du board game ou... je travaille pour le jeu vidéo, pour le cinéma d'animation et à travers mon travail, je fais de multiples propositions de personnages, de décors, d'ambiance aussi via le storyboard pour essayer d'avoir quelque chose qui s'approche le plus possible d'une vision globale pour un jeu, pour une scène. Et en ça, c'est mon travail en fait, en freelance. Et ce qui permet en fait de travailler pour beaucoup de studios différents avec beaucoup de demandes différentes. J'ai travaillé pour CD Projekt Red qui ont fait The Witcher. J'ai travaillé sur Gwent. J'ai travaillé avec Ubisoft. J'ai travaillé avec Shiro Games également. Et au-delà d'avoir des multiples propositions, il faut aussi coller à un certain style qui il peut être soit réaliste, soit proche presque d'un dessin animé. Il peut être stylisé, il peut être semi-réaliste et il faut pour ça, savoir élargir sa palette de compétences en tant qu'artiste pour essayer de coller au maximum à une vision qui n'est pas la nôtre et pour laquelle il faut pouvoir s'accaparer en fait cette vision et pouvoir proposer des choses qui amènent le directeur artistique ou le studio à valider ou non les différentes étapes. Et lorsqu'une étape n'est pas validée, ça nous rapproche de plus en plus vers quelque chose qui, à force d'éliminer les possibilités, on va s'approcher d'une version définitive pour un personnage, pour un décor, pour un props ou pour une ambiance. Et voilà, ça c'est mon travail de tous les jours. Voilà, donc on va parler un petit peu de tout ça plus en détail et appliquer donc à World of Warcraft. Avec moi, j'ai également Jean Jouberton, donc un ancien de l'école du Louvre, qui a travaillé donc avec la BNF sur la conception de l'exposition Tolkien. Donc, vous pouvez découvrir en ce moment à la BNF. Et donc, dans le cadre de cette conférence, alors on a voulu à la fois avoir une approche un petit peu, alors pas universitaire, je vous rapproche, plutôt théorique pour essayer vraiment d'aller au cœur de l'analyse. Et en même temps, on voulait avoir quelque chose qui puisse illustrer tout ce dont on va parler. C'est pour cela qu'on a fait venir donc Florian, qui a un univers très fantasy et qui allait pouvoir parler un petit peu plus de ses process de création, de son rapport à la direction artistique, etc. Mais voilà, encore une fois, on attend que Windows se décide. Et donc, pour introduire cette conférence, on va y aller un petit peu progressivement. L'idée, c'est d'abord de revenir un petit peu sur ce qu'est la fantasy, de donner une petite définition, de reposer un petit peu le contexte. Et puis, une fois ce contexte posé, eh bien, nous allons entrer au cœur du sujet. L'idée étant de revenir un petit peu sur ce qui fait bien la force, en fait, de World of Warcraft, de Blizzard. Qu'est-ce qu'on appelle cette signature Blizzard, dont on parle beaucoup dans le milieu du jeu vidéo. On va analyser ces composantes fantasy, depuis l'arc narratif jusqu'à cette signature graphique. Et enfin, on fera quelque chose alors qui se fait pas forcément souvent, et donc je suis très contente de pouvoir proposer cela ce soir. L'idée étant en fait d'analyser des documents de conception qui ont été produits par Blizzard. Pourquoi ça se fait pas souvent? C'est aussi parce que c'est des documents qui restent en fait en interne des studios, donc c'est parfois difficile de les avoir. On a la chance d'avoir ce partenariat avec Blizzard qui nous autorise à montrer un petit peu tout cela. Donc en fait, une fois qu'on vous aura montré un petit peu ce dont on va parler, on va vraiment analyser ces documents de conception et partir plus en détail sur le sujet. Donc, je n'en dis pas trop parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire.
Et donc on va commencer par effectivement ce petite piqûre de rappel, fantaisie, parce que ça nous fait plaisir. Et donc là, je vais plutôt passer la parole à Jean et te poser la question tout simplement, qu'est-ce qu'on appelle la fantaisie, qu'est-ce qu'on entend par la fantaisie et dans quel contexte ça s'inscrit, dans quel contexte ça émerge. Merci beaucoup Marine. Déjà bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être présentes et présents ce soir, ça nous fait très plaisir et on est ravis de vous avoir avec nous. Alors, pour répondre à ta question qui est extrêmement large, qu'est-ce que la fantaisie, c'est... Bon, clairement, je ne vais pas pouvoir y répondre en détail, en tout cas. Pour plus de détails, je vous invite bien sûr à consulter le site de la BNF qui est consacré au sujet, qui est sorti il y a peu et qui est très très riche et très bien fait. Vous aurez les origines, la construction du genre et aussi les différents avatars modernes de la fantaisie dans différents médias, aussi bien littérature que jeux vidéo, etc. Mais en ce qui me concerne, pour rentrer dans le vif du sujet, pour définir un peu la fantaisie, il faut commencer par dire que c'est un genre qui se définit assez mal, ou en tout cas qui se prête mal à l'exercice de la définition, puisque c'est un genre littéraire en perpétuelle évolution, très vivace, qui a des contours assez, pas forcément flous, mais très mouvants, et qui comporte une infinité de sous-genres en plus sur lesquels les spécialistes sont loin d'être d'accord. Mais toutefois, s'il fallait regrouper, disons, tous ces sous-genres sous une même bannière, sur la bannière de la fantaisie en général, on pourrait dire qu'il s'agit d'une littérature de l'imaginaire, dans laquelle la présence du surnaturel est parfaitement assumée et parfaitement normale, en tout cas dans la diégèse du jeu, dans l'histoire du jeu qui nous est racontée. C'est d'ailleurs ce qui distingue la fantaisie du style fantastique, enfin du genre du fantastique, genre littéraire du 19e, dans lequel, à l'inverse, le surnaturel, lui, fait irruption au sein de la réalité du récit. Le genre de la fantaisie va prendre ses racines en Angleterre, dans l'Angleterre victorienne, dans le sillage direct de la littérature fantastique et du roman gothique. Face à la modernisation et à l'industrialisation qui caractérise la période, face au changement également des modes de vie, face au changement des paysages, face à la présence de plus en plus marquée des machines dans la vie de tous les jours pour les Britanniques, plusieurs auteurs vont chercher à évoquer un ailleurs merveilleux pour réenchanter une réalité qui leur semble terne, morose, assommante, dans une sorte d'acte de résistance face à la modernité qui pour eux est considérée un peu comme néfaste. Donc ils vont aller puiser ces auteurs plus ou moins consciemment, dans différentes sources d'inspiration. J'en citerai 4, très rapidement, les 4 essentiels. Disons, d'abord, on a les mythes et épopées de tradition gréco-romaine. Donc, Iliade, Odyssée, Énéide, essentiellement, dans lesquels on trouve des héros exceptionnels, mais pas dénués de faiblesse, ce qui les rend intéressants et attachants également. On trouve aussi des batailles épiques, bien sûr, des créatures merveilleuses et des dieux qui interviennent auprès des humains. Deuxième source d'inspiration, les récits médiévaux scandinaves, enfin islandais surtout, qu'on regroupe généralement sous l'appellation de mythologie nordique. Ce sont les Eddas et les sagas, et c'est là-dedans qu'on entend parler des dieux et des héros nordiques, du type Odin, Thor, etc. Ces textes du XIIIe, XVe siècle ne sont pas redécouverts au XIXe, mais vraiment remis au goût du jour, notamment par les romantiques. Et c'est eux ensuite qui, dans la fantaisie, vont alimenter tous les auteurs en nains, en trolls, en géants et en univers interminables également. Troisième source, les contes merveilleux, ou dit les contes de fées aussi un genre du 19e auquel la fantaisie va reprendre déjà son éloignement du réel assumé. Pensez par exemple à la formule classique « Il était une fois ». Et ensuite, ils reprennent aussi le thème du voyage, de la quête initiatique, les héros étant souvent des enfants, et aussi bien sûr le thème des objets magiques. Et enfin, source d'inspiration majeure, essentielle, le Moyen-Âge, mais pas le Moyen-Âge historique comme on pourrait le penser, un Moyen-Âge plutôt onirique, romantique, dont l'imaginaire vraiment a été repensé depuis la fin du XVIIIe siècle et aussi par la période romantique. C'est un Moyen-Âge plein de chevaliers valeureux, de princesses, mais aussi de châteaux, de magie, de sorcières et aussi de créatures fabuleuses comme les dragons ou les basiliques. Et alors que le Moyen-Âge véritable, la période historique du Moyen-Âge est un autrefois, c'est un avant, avec cette relecture fantasmée du Moyen-Âge, on a plutôt affaire à un ailleurs, une sorte d'ailleurs merveilleux, fantasmé, dont qui va servir de toile de fond scénaristique à la majorité des récits de fantasy. Et donc avec tout ça, on passe à ce qu'on a ici, à l'écran. On a, dans la deuxième moitié du 19e, l'apparition des premiers, alors peut-être pas des premiers romans de fantasy, mais disons de proto-fantasy, qui comportent des éléments qui seront ensuite repris début 20e pour créer de la véritable fantasy comme on l'entend aujourd'hui. À gauche, vous avez ici, très rapidement, je vous parle un petit peu de ces ouvrages, un ouvrage pour le coup précurseur,
1872, La princesse et le gobelin par George MacDonald. Comme son titre l'indique, on y trouve une princesse d'un royaume imaginaire, des créatures merveilleuses comme les gobelins, qui vivent en plus dans des souterrains, mais aussi une bague magique, enfin bref, divers éléments qui permettent à ce roman de se positionner comme une première brique dans l'édifice de la fantasy. Toutefois, le roman n'en est pas moins réservé aux enfants, à un public jeune, ce qui fait qu'il est encore assez proche quand même du domaine du conte pour enfants. Et à droite, vous pouvez admirer la première superbe double page de La source au bout du monde de William Morris, qui lui, pour le coup, n'est pas un précurseur, mais un classique un peu de cette période proto-fantasy. 1896, une histoire d'un prince d'un royaume imaginaire, encore une fois, qui part au bout du monde pour chercher la localisation d'une fameuse source, paraît-il, de jouvence. Et il lui arrive plein de merveilleuses aventures entre-temps. Le style et l'univers sont d'inspiration médiévale. Il y a des archaïsmes d'écriture volontaire de la part de Morris pour en faire vraiment un roman fantastique médiéval, disons. Et c'est devenu un jalon essentiel dans l'histoire de la fantasy qui a beaucoup inspiré des auteurs britanniques comme Tolkien et aussi Lewis. Vous aurez noté, bien sûr, je finirai là-dessus, vous aurez noté l'aspect visuel très très important de l'ouvrage, avec ses décorations qui rappellent les enluminures des ouvrages médiévaux. Puisque Maurice était très très proche du mouvement pré-raphaélite, mais aussi du mouvement art and craft, pour qui le Moyen-Âge était essentiel. Par la suite, pour simplifier, on va très très vite là, on va avoir deux orientations dans la création de la fantasy, ou plutôt en réalité deux foyers de création. D'un côté, celui-ci, que vous pouvez admirer, le foyer des États-Unis, où sont publiés les magazines dits pulp, très très populaires, et bon marché aussi, et qui diffusent à partir de la fin du 19e, sous forme de feuilletons, des récits qu'on peut associer surtout au fantastique et à l'horreur. Lovecraft, d'ailleurs, qu'on pense souvent avoir été publié en ouvrage d'abord, en fait il a d'abord écrit dans les pulps. En somme, c'est des histoires assez sensationnelles et pas forcément toujours super bien écrites, mais bon, il y a quelques exceptions. Et ce sont ces pulps qui, à partir des années 30, vont accueillir les premiers épisodes de romans de fantasy, une fantasy un peu particulière qu'on va appeler ensuite, plus tard, le sword and sorcery, un genre dont le plus grand représentant est Robert Howard, créateur de Conan le Barbare, dont vous avez, j'imagine, certainement entendu parler. Et cette veine américaine, elle se caractérise par des choses assez simples, je schématise un peu bien sûr, une atmosphère assez sombre, des univers assez violents, assez sanglants, et des récits qui se centralisent surtout autour des combats et de l'adversité, des différents méchants que va rencontrer Conan notamment quand on parle d'Howard. Et d'un autre côté, bien sûr, l'autre foyer de création de la fantasy, le foyer célèbre s'il en est, c'est le foyer britannique, où va émerger, à partir des années 30, mais surtout après les années 50-60, la figure de Tolkien et de son univers, qui va être, lui, l'univers de la high fantasy. D'ailleurs, quand on parle de fantasy, on pense tout de suite en fait à la figure de Tolkien, qui a poussé vraiment très loin en fait le genre en lui-même. À quel point on peut mesurer l'importance de Tolkien dans la définition du genre fantasy ? Alors, le mesurer précisément, c'est toujours un petit peu délicat, c'est pas chiffré, mais disons que sur la définition du genre, Tolkien a été majeur, extrêmement important. C'est pas le père de la fantasy, comme on l'entend souvent. Pour le coup, c'est pas le cas. Mais c'est sûr, il n'y a aucun doute, il y a eu un avant et un après Tolkien. Je commencerai d'abord très rapidement par quelques éléments historiques de sa réception aux États-Unis, parce qu'ensuite on va parler de fantasy ludique. C'est quand même le but de cette conférence. Et la fantasy ludique naît aux États-Unis. Les premières éditions américaines de Tolkien, je m'arrêterai juste sur Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, suivent de très très près les éditions anglo-saxonnes, puisque en 37 Le Hobbit sort en Angleterre, en 38 il est publié aux États-Unis, et Le Seigneur des Anneaux c'est 54-55 au Royaume-Uni et 54-56 aux États-Unis. Donc on est vraiment sur une concomitance au niveau des dates de publication. Et si les critiques américaines sont plutôt élogieuses, en tout cas au début, suite à la parution notamment du Seigneur des Anneaux, il n'y a pas un engouement tout de suite pour Tolkien. Cet engouement arrive 10 ans plus tard, avec la publication du Seigneur des Anneaux, notamment en format poche. Et donc du coup, beaucoup plus abordable. Et avec ce format poche, se crée véritablement le phénomène Tolkien. Le succès de Tolkien part de là. Pourquoi un succès aussi impressionnant ? C'est parce que, pour deux raisons essentielles, même s'il y en a d'autres. Déjà parce qu'il propose un univers fascinant qui vient s'opposer à une réalité, ou pas forcément une réalité, mais plutôt à une actualité, disons, qui n'est pas toujours des plus réjouissantes. La période des années 60, la guerre du Vietnam, tout ça, c'est pas forcément l'idéal.
Et parce que beaucoup de ces lecteurs et lectrices, notamment celles et ceux qui manifestent et s'investissent dans les luttes sociales, vont trouver dans le roman de Tolkien, alors Tolkien ne les a pas forcément mis là, ils vont trouver dans le roman de Tolkien des thématiques qui font écho aux valeurs qu'ils défendent, donc la lutte contre le pouvoir arbitraire, la défense de la nature, l'amitié entre les peuples, etc. Deuxième raison du succès, c'est que parce que Tolkien confère au genre de la fantasy une ampleur inégalée encore aujourd'hui, mais surtout qui à l'époque a fait vraiment a ébahi absolument tout le monde. C'était encore jamais vu, l'ampleur de cet univers qu'il a mis en place. Et du coup, la définition du genre et surtout les attentes du lectorat suite à la publication du Seigneur des Anneaux vont être marquées durablement par l'œuvre de Tolkien. Et la fantasy post-Tolkien, soyons honnêtes, elle quand même ressemble souvent à ce que Tolkien a pu faire, à ce qu'il a pu proposer. On va par exemple retrouver les figures classiques du nain et de l'elfe, c'est les figures que Tolkien a modernisées, actualisées, et aussi on va retrouver bien sûr des figures que Tolkien a inventées de toutes pièces, la figure du semi-homme qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo, et la figure de l'orque bien sûr, même si après il y a des ramifications, on en reparlera plus tard tout à l'heure en parlant de Warcraft, mais la figure de l'orque, même le nom orque, c'est Tolkien qui l'a inventé. Mais surtout, il y a une large part de la fantasy qui va tenter de faire ce que Tolkien a fait, à savoir de susciter un sentiment de projection, d'immersion du lecteur dans un autre monde si détaillé qu'il en semble réel. Et c'est pour ça que je vous ai mis ici la carte de la Terre du Milieu, parce que voilà, c'est un monde suite à la lecture, qu'on considère comme vraisemblable. Mais outre ces conséquences d'un ordre littéraire, le succès de Seigneur des Anneaux outre-Atlantique va également avoir un impact d'ordre éditorial et culturel. Les années 70, c'est vraiment aux États-Unis les années Tolkien, en tout cas les années fantasy, d'un point de vue de la pop culture. Les demandes de romans de même type vont fuser de toutes parts. Du coup, les éditeurs vont en profiter, ils vont créer des collections particulières. Plus d'autrices et d'auteurs vont se mettre à faire de la fantasy. Et c'est également le moment où le genre de la fantasy va commencer à mordre sur d'autres domaines, outre la littérature. Le domaine du cinéma, ici par exemple, je vous montre, c'est la première adaptation au cinéma de Tolkien, le film The Lord of the Rings de Ralph Bakshi, dont l'affiche que je vous présente ici est bien plus réussie que le film, mais ça on pourra en parler une autre fois. Ou encore, c'est le moment aussi où la fantasy va mordre, et notamment Tolkien, va mordre sur le domaine de la musique, puisque à cette période-là, dans le domaine du hard rock ou du rock prog, on va avoir beaucoup de références à la Terre du Milieu, notamment chez Led Zeppelin. Si vous écoutez les paroles de certains morceaux, voilà, on parle des démons brumeux, on parle de Gollum, voilà, il y a des choses un petit peu comme ça. Et du coup, tu nous parles de musique, tu nous parles de cinéma, donc tu es en train d'essayer d'introduire ce moment où la fantasy va infuser dans la culture ludique. Alors, je pense que le jeu de rôle va vraiment avoir une importance fondamentale avant même de parler de jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette infusion ? C'est exactement ça. C'est le moment aussi où la fantasy va commencer à mordre sur le domaine du ludique. Puisque en fait la fantasy est un genre qui appelle à l'aventure et c'est du coup une matière potentiellement ludique. C'est toujours dans cette période d'engouement pour la fantasy et pour Tolkien, dans les années 70, que va émerger le premier représentant de la fantasy ludique, qui est le jeu de rôle. Jeu de rôle qui naît officiellement en 74, avec la sortie aux États-Unis, on est toujours aux États-Unis, la sortie de Donjons et Dragons, la première édition, donc, dont je vous montre ici le contenu de la boîte. Jeu conçu par Gary Gygax et Dave Arneson. Alors Donjons et Dragons, c'est extrêmement important. Il a une importance majeure dans la diffusion des codes de la fantasy. Pour deux choses, il fait office de précurseur d'une double manière, disons. Première manière, parce qu'il donne naissance à un nouveau format ludique, tout simplement, qui est le jeu de rôle. Format ludique hérité du wargame. Le wargame, très rapidement, il faut quand même l'évoquer, c'est un jeu de simulation de guerre, un jeu de plateau, disons, un jeu de simulation de guerre dans lequel les joueuses et les joueurs placent sur des cartes plus ou moins grandes des figurines qui représentent leurs troupes. Donc on peut avoir des véhicules, de la cavalerie, des soldats à pied, peu importe. Et ensuite les déplace avec un système de règles assez complexe, en sachant que les batailles qui sont jouées sont généralement des batailles historiques. En tout cas, à l'époque, parce qu'ensuite le genre a continué d'évoluer, et aujourd'hui le wargame le plus connu et le plus réputé s'il en est, c'est Warhammer, qui lui s'inscrit, et Warhammer 40 000 aussi, c'est la version un petit peu, science fantasy du jeu, mais Warhammer en tout cas lui s'inscrit dans un domaine essentiellement fantasy. Bref, le jeu inventé par Gygax et Arneson, lui, il évacue très rapidement les figurines, le plateau de jeu, on n'a plus que des fiches de personnages, et ensuite le jeu place la joueuse et le joueur dans la peau d'un seul personnage. Adieu les troupes de 100 ou de 1000 unités. Et à partir de là, le but du jeu est simple. Les participants et participantes doivent coopérer pour parvenir au terme de leur quête, qui, dans les premières versions, soyons honnêtes, ça se résume essentiellement à explorer des souterrains, tuer des monstres et ramasser les trésors.
Mais, point essentiel, et c'est là où le rôle est intéressant, les joueuses et les joueurs doivent décrire, vu qu'il n'y a plus de plateau, il n'y a plus de pions, les joueuses et les joueurs doivent décrire verbalement les actions du personnage qu'ils incarnent. C'est une forme ludique qui repose sur l'imagination des participants et des participantes et sur leur aptitude à mettre en récit leurs actions. Donc Donjons et Dragons, et d'ailleurs 90% des jeux de rôle qui sortiront par la suite, reposent sur une structure narrativiste en fait, qui fait du récit le moteur même de la partie. Et ensuite, tout ce qui relève des combats, des dégâts, des amorçages de pièges et tout, ça c'est réglé avec des jets de dés, résultats qui sont croisés ensuite avec les statistiques des personnages, etc. Ça c'est l'héritage du wargame, le côté jeu de dés, statistiques, chiffrés, etc. Seconde innovation, après le côté vraiment ludique, c'est bien sûr le fait que le jeu, ça c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, s'inscrive dans un univers purement fantasy. C'est le premier jeu à faire ça. Un univers fortement inspiré bien sûr par la Terre du Milieu, mais aussi par tout un tas d'autres horizons littéraires, notamment les ouvrages de Moorcock, les ouvrages de Jack Vance et les ouvrages aussi, j'ai oublié, de Howard, bien sûr. Pour en citer quelques-uns. Et du coup, c'est pas étonnant que la fantasy en fait soit à l'origine du jeu de rôle, puisque la fantasy est un genre, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui appelle à la découverte, à l'exploration. Et du coup, si des joueuses et des joueurs doivent vivre ensemble une aventure, elle en sera plus excitante dans un monde merveilleux, parsemé de dangers, de mystères et de magie. Voilà, j'allais justement te dire de faire une petite pause pub. On a retrouvé Windows à ressusciter. Du coup, on va enfin pouvoir vous montrer un petit peu ce que Florian va nous proposer pendant cette conférence. Puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'illustrer les processus de création. Donc là, je me tourne un petit peu vers lui. Florian, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu vas faire aujourd'hui ? Oui. Quelle création tu vas nous proposer ? J'ai juste fait des petits croquis pour préparer un peu la conférence et puis pouvoir montrer un peu mon travail et le process du travail aussi. On va partir sur de la créature, une espèce de troll orc un peu chamanique. Très fantasy du coup. Très fantasy pour coller au thème. On va partir aussi sur un décor qui est déjà assez avancé. En fait, c'est 3 stades de process qui sont différents. Là, on a vraiment le tout début avec le sketch très lancé, où il n'y a rien de défini. On va essayer de définir une ambiance, de dégager des volumes, d'essayer de retailler un peu cette silhouette, de retailler des formes pour que ça puisse être un peu plus effectif, être un peu plus efficace. Et j'avais également... si je le retrouve, c'est ici, un enviro aussi qui est, décidément, un enviro aussi qui est en noir et blanc. Là, j'ai commencé tout juste à poser déjà une petite ambiance pour la créature que je viens vous montrer. Donc tu vas commencer sur la créature en premier ? Je vais commencer sur la créature. Ouais. Je vais essayer là, j'en ai 3 ou 4. Je vais essayer de monter les 3 illustrations et les 3 concepts en même temps, c'est-à-dire que je vais passer à peu près 20 minutes sur la créature, switcher, changer, passer sur cet environ-là pour le coloriser, le détailler, dégager une ambiance, et enfin pour celui-ci aussi, d'avoir quelque chose qui soit un peu moins flou, un peu plus détaillé, d'avoir un début de render, on appelle ça, c'est le détailler des matières, détailler des matériaux, faire vivre un peu le personnage au travers de ce rendu, essayer d'avoir quelque chose de plus net, de plus propre, et de dégager aussi presque un caractère, essayer de le faire vivre davantage plutôt que d'avoir ce croquis-là laissé à l'abandon, entre guillemets. Donc voilà, là je commence tout juste à poser quelques teintes, essayer de dégager une ambiance, essayer de dégager une gamme colorée qui puisse être sympa et qui mette en avant en fait la créature. On voit qu'elle a presque l'intérieur qui est en fusion et je vais essayer de rendre ça le mieux possible avec une lumière qui vient de l'extérieur, elle vient de rentrer dans une caverne. Essayer aussi d'avoir ce qu'on appelle un storytelling, c'est-à-dire une image qui n'est pas juste là pour être jolie, mais qui raconte aussi quelque chose. Même si c'est de l'ordre de l'anecdotique, ça va permettre aux spectateurs qui regardent l'image d'un peu plus s'ancrer dans l'univers qu'on essaye de mettre en place. Parfait. J'en profite pour faire un petit appel à la régie si elle peut m'activer mon retour vidéo pour que je puisse suivre en même temps le digital sans me faire un torticolis. C'est parfait. Et donc je te redonne la parole, Jean, pour
pour suivre un petit peu. Là, on a montré donc effectivement comment la fantasy gagne le jeu de rôle. Et là, on va dire quelques mots sur la fantasy qui gagne le jeu vidéo avant de pouvoir enfin passer à World of Warcraft. Oui, l'attente ne sera plus très très longue. Mais cette mise en perspective est quand même un peu assez essentielle pour savoir comment on en arrive du coup à Warcraft et à World of Warcraft notamment. Donc, en effet, c'est par le biais du jeu de rôle, c'est pour ça que je me suis attardé un peu dessus, c'est par le biais du jeu de rôle que la fantasy va gagner le jeu vidéo, puisque le jeu de rôle est un filtre simplificateur des codes de la fantasy qu'on trouve en littérature, mais qui du coup, plus c'est simple, plus ça va permettre de se diffuser. Et en plus, dans le champ de la création vidéoludique, les créatrices et créateurs sont avant tout déjà des lectrices et des lecteurs de fantasy souvent, mais aussi des joueuses et des joueurs de jeux de rôle. Et donc, les premiers jeux vont être surtout vraiment une adaptation en fait des mécaniques du jeu de rôle dans le champ vidéoludique. Donc dès les années 70, toujours dans cette vague d'enthousiasme pour la fantasy, et toujours aux États-Unis, le domaine des jeux informatiques s'empare des deux aspects essentiels du jeu de rôle, son imaginaire fantasy d'une part, et bien d'autre part son concept phare, à savoir l'exploration de donjons ou de souterrains labyrinthiques peuplés de monstres qu'il faut tuer pour ramasser leurs trésors. Ces deux éléments constituent les fondements des premiers jeux fantasy, dont un premier exemple est tout simplement le Colossal Cave Adventures qui est sorti, qui a vu le jour en 75-76, c'était un jeu universitaire en fait créé par des passionnés. Il n'a jamais été vraiment édité ou vendu. Il s'agit d'un jeu d'aventure textuelle ou fiction interactive, c'est-à-dire un jeu entièrement dénué d'interface graphique. Donc là, ça a l'air un peu aride, bien sûr, vu de notre temps. On n'a plus l'habitude de ce genre de choses, mais c'est un jeu qui a remporté un franc succès à l'époque, sachez-le. Et vu que c'est dénué d'interface graphique, tout le jeu se passe par l'écrit, tout est décrit avec des mots et des phrases à l'écran, et le joueur lui-même doit interagir avec l'univers du jeu à l'aide du clavier. En fait, il tape ses commandes, tout en respectant bien sûr les limites de l'analyseur syntaxique du jeu, qui n'était pas très très développé, donc on y avait droit à 2 mots. Là par exemple, vous voyez, il y a une hache par terre, le joueur tape take little axe et l'ordinateur lui répond quoi, et ensuite il dit take axe parce que 3 mots c'était trop, et là take axe c'est bon, il comprend, et du coup il le ramasse, mais enfin il le ramasse pas parce que c'est trop lourd, mais bref, voilà, il y avait vraiment des limites dans ce genre de jeu. Mais en tout cas voilà, on va retrouver les fondamentaux de Colossal Cave, déjà parce que y a cette structure narrativiste aussi, c'est le discours qui fait avancer l'histoire, et aussi parce que dans le jeu, on traverse des cavernes à la recherche d'un trésor et on croise un troll, on croise un nain qui nous lance des haches, enfin bref, on croise un univers de fantasy. Donc on a une reprise vraiment des fondamentaux du jeu de rôle. Et même s'il n'est pas le premier du genre, vraiment il va lancer une certaine mode des jeux d'aventure textuelle. Il y aura surtout après la série Zork, assez connue, qui a eu plusieurs épisodes et qui se situe également dans un univers de fantasy essentiellement souterrain. Parallèlement à cette veine des fictions interactives se développent, toujours dans les universités, les premiers jeux qu'on appelle des dungeon crawlers. C'est-à-dire que les univers fantasy sont toujours là, l'exploration de donjons, les monstres, les trésors sont toujours là, sauf que ces jeux vont se recentrer fortement autour de l'action et des combats, alors que côté fiction interactive, on est plus dans la résolution d'énigmes, la collecte d'objets et l'exploration. Les premiers dungeon crawlers, vous avez ici 2 exemples, c'est un peu aride encore une fois, mais ça va, on va avancer. Vous avez ici un exemple qui s'appelle Moria, donc directement l'imaginaire tolkienien est convoqué par ce titre, qui est sorti en 75, et D&D qui pareil, l'imaginaire de Donjons et Dragons est convoqué avec ce titre également, qui lui est sorti en 74, qui sortent tous les deux sur le système Plateau, qui est en fait un système informatique, un réseau en fait qui relie entre elles différentes universités, au début aux États-Unis puis ensuite dans le monde, et les joueurs jouaient ensemble à ces jeux. C'était déjà des jeux de multijoueurs en fait. Et donc voilà, on avançait dans des cavernes, dans des labyrinthes, on tuait des monstres, on ramassait des trésors. Mais c'est à partir des années 80 que ces dungeon crawlers vont se parer d'interfaces graphiques plus développées, et plusieurs de ces jeux dans les années 80 vont donner naissance ensuite à des séries très très longues, à succès. Donc là, vous avez un exemple d'Ultima, de Might and Magic, de Wizardry également, des licences qui ont continué de produire des jeux jusqu'à la fin des années 90 et même début années 2000. Et avec les années, bien sûr, les univers de ces jeux se sont accrus, se sont développés, se sont complexifiés, et les actions requises de la part du joueur, ou de la joueuse également, ont commencé à se diversifier. Et c'est comme ça qu'on est peu à peu passé des dungeon crawlers au jeu de rôle, au sens où on l'entend aujourd'hui. Pour faire rapidement un peu d'analyse d'image de ces jeux, parce que c'est quand même assez symptomatique, les dungeon crawlers des années 80, on trouve généralement 3 zones à l'écran. La première zone, c'est la zone de texte. Il y a toujours une zone de texte héritée des fictions interactives.
dont on a parlé juste avant. Dans cette zone de texte, on peut lire le journal de combat, les directions prises lorsqu'on se déplace, etc. Deuxième zone, c'est la zone avec la liste des héros qui font partie de l'équipe du joueur. On a systématiquement plusieurs personnages qu'on contrôle en même temps. Généralement, ils sont présentés de manière un petit peu aride sous la forme d'un tableau type Excel avec leurs noms, leurs statistiques, etc. Donc là, on est vraiment en fait dans l'héritage du jeu de rôle. Mais parfois, Might and Magic notamment mettait un point d'honneur à présenter ces personnages sous la forme d'une galerie de portraits, comme on peut le voir ici en haut à gauche. Et enfin, dernière zone à l'écran, bien sûr, c'est la fenêtre ouverte sur le monde du jeu. Généralement, on est dans une vue subjective, mais Ultima, lui, était tout le temps dans une vue aérienne, un peu comme le faisaient les premiers jeux de rôle au Japon au même moment, les premiers Final Fantasy et les premiers Dragon Quest. Ensuite, pour avancer un petit peu, parce que le temps presse, 1 minute. Ah oui, d'accord. Ok, c'est pas grave. Dans les années 90, on a l'émergence des licences Donjons et Dragons qui sortent. Une sorte de mouvement de retour aux sources, c'est-à-dire que le jeu vidéo, après s'être inspiré du jeu de rôle, il va adapter le jeu de rôle. Donc là, vous avez des exemples de la fin 90, début 2000, des exemples importants de Baldur's Gate, très hérité dans son interface des Dungeon Crawlers, et de Neverwinter Night, où là on passe vraiment à la génération d'après. Mais je m'attarde pas dessus parce qu'on n'a pas le temps. Et ensuite, années 90, c'est aussi la naissance de certaines licences vraiment inédites, inspirées de rien, si ce n'est de l'imagination des développeurs. Vous avez la licence The Elder Scrolls qui marque encore les joueurs jusqu'à aujourd'hui, et la licence Diablo, qui naissent toutes les deux dans les années 90, mais qui sont très différents d'un point de vue aussi bien du gameplay que de leur univers, mais bon, je ne peux pas forcément vous les détailler. Et enfin, pour finir, bien sûr, j'ai envie de conclure sur 2 exemples de MMORPG, bien sûr, parce qu'on va parler de Warcraft quand même, enfin de WoW juste après. Ici, 2 MMORPG qui ont du succès quand même juste avant la sortie de World of Warcraft, EverQuest sorti en 99 et ensuite Dark Age of Camelot, il y a une coquille, excusez-nous, qui est sortie en 2001. Qui adopte le point de vue classique, qui sera celui de Warcraft aussi après, de vue à la 3e personne du personnage, etc. En revanche, dans un environnement assez, disons, volontairement photoréaliste, qui ne sera pas le cas de Warcraft, ça c'est Marine qui vous en parlera. En revanche, ils sont essentiels d'un point de vue ludique, puisqu'ils intègrent déjà dans leur mécanique de jeu des éléments qui seront repris dans Warcraft, un système de guild, un système d'artisanat, et même dans Dark Age of Camelot, on avait le système aussi de factions. Il y avait 3 factions qui pouvaient s'affronter, et il était très orienté joueur contre joueur, ce MMO. Voilà, je m'arrête là parce que on est pressé par le temps. Yes, alors du coup je fais un petit détour par chez Florian pour voir un petit peu où est-ce qu'il en est. Voilà, ça s'affiche, parfait. Donc toujours cet univers fantasy que tu proposes. Est-ce que tu pourrais très rapidement nous expliquer un petit peu quel est ton processus de création, puisqu'évidemment, selon qu'on fasse du chara-design, donc de la créature du personnage, ou selon qu'on aille plutôt du côté de l'environnement, à chaque sujet un processus, ou en tout cas on s'adapte au sujet. Est-ce que tu peux décrypter un petit peu ça? J'ai essayé en fait pendant pas mal de temps de pouvoir diversifier mon type de process, à savoir soit partir de la masse, c'est-à-dire qu'on prend un pinceau, comme si on prenait un grand pinceau et qu'on commençait à badigeonner une toile. J'ai un exemple pour vous montrer de où on peut partir. Voilà. Ça, c'est le croquis de base de cet environnement-là. Donc soit on peut partir de masse pour essayer d'avoir des silhouettes qui soient efficaces, essayer d'avoir une lecture de plan qui soit efficace. Bon, là je vous avoue que c'est un peu chaotique, mais on peut partir aussi de ça, ou alors on peut également partir de la ligne, à savoir juste faire un dessin comme celui-là, où d'abord on va essayer d'avoir une ligne qui évoque un design, qui évoque un personnage, qui évoque un caractère, et après on viendra le coloriser, trouver des variations de couleurs qui soient intéressantes, des couleurs aussi qui permettent de l'identifier assez rapidement. Par exemple, c'est une des contraintes qu'on peut avoir in-game, c'est quand un personnage est très très loin, il faut qu'on puisse le reconnaître de suite, le reconnaître d'emblée. C'est une problématique qui est très forte, par exemple, sur un autre jeu de Blizzard qui s'appelle Overwatch, où il faut que le joueur puisse, même si un adversaire est très très loin, il faut qu'il puisse le reconnaître, le personnage, enfin son adversaire, quelles sont ses aptitudes, qu'est-ce qu'il risque, comment il doit se planquer, etc. Donc on va essayer de trouver donc une palette de couleurs intéressantes, des formes intéressantes, une silhouette, comme je disais, pour essayer de pouvoir le reconnaître de loin, et on va rentrer au-delà du design d'un personnage, on va rentrer très vite dans une problématique de jeu. Il n'y a pas réellement de process attitré pour tel ou tel
tel ou tel travail. J'aime bien partir de la masse pour ce qui est des décors, j'aime bien partir plutôt de la masse ajoutée à la line pour ce qui est des personnages, et y compris pour des personnages qui sont stylisés. Vous voyez que c'est pas du tout le même genre d'ambiance. Et on va pouvoir avoir, en additionnant tous ces process, en fait, ça va nous permettre d'être plus rapide aussi en production. Dans le jeu vidéo, le temps, c'est aussi et surtout de l'argent. Et donc, il faut créer, il faut être très ouvert d'esprit, il faut être rapide, à la fois dans l'élaboration des idées et à la fois dans leur exécution. Et au plus on va connaître de process différents, la peinture, le dessin à la ligne, la colorisation avec tel ou tel aspect technique à prendre en compte, etc. Ça vient avec le temps, mais il faut, à mon sens, pouvoir connaître tous ces principes-là. Il y a aussi d'autres process qui viennent s'ajouter maintenant. On a de plus en plus la base 3D, que j'utilise pas moi, mais je vais devoir m'y mettre, pour être encore plus rapide pour ce qui est de créer des décors, surtout pouvoir prendre des shots à différents endroits avec différentes caméras, prendre juste des cubes, des cylindres, et après revenir sur Photoshop et venir travailler un design de bâtiment, un design d'architecture avec des shots et des plans de caméra qui sont différents, et le temps de production se retrouve grandement amélioré, et c'est challengeant pour nous, parce que pour les concept artistes et les illustrateurs, parce qu'il faut toujours évoluer avec les différentes techniques qui sont dans le jeu vidéo. C'est challengé aussi parce qu'il faut toujours avoir des idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, il faut essayer d'avoir une large palette d'idées et de toutes les accepter pour pouvoir toutes les faire, ce qui n'est pas forcément tout le temps évident. Mais le process dépend vraiment de la demande. Est-ce qu'elle est plus ou moins rapide? Est-ce qu'on peut prendre un peu son temps? Ça dépend vraiment des problématiques qu'on peut nous imposer, et de la direction artistique, et de la façon et de la chose dans laquelle on se sent le plus à l'aise pendant une production, en tout cas. D'accord. C'est bien, parce que tu as déjà souligné un point qu'on va essayer d'aborder aussi, c'est la question du rapport entre l'esthétique et le game design, puisqu'évidemment, quand on choisit une direction artistique, il ne s'agit pas de faire de jolis dessins puis après d'essayer de lui appliquer le jeu. Il faut bien évidemment penser cette esthétique par rapport à la lisibilité de l'image dont on va avoir besoin au cours de la partie. Donc c'est quelque chose qu'on va aborder bien évidemment, et ça y est, on entre enfin dans l'antre de World of Warcraft. Alors très rapidement, puisqu'on est un peu pris par le temps, là je fais un coucou magique à la régie qui va vous lancer le trailer pendant que je parle. Donc vous connaissez tous la maison Blizzard, World of Warcraft, pour peut-être vous remettre un petit peu dans le bain. Donc Blizzard, qui est donc une société américaine, qui a été créée en 91 sous le nom de Silicon and Synapse, qui a ensuite été rebaptisé Chaos Studio en 94, puis Blizzard Entertainment la même année. Vous connaissez leurs licences phares, dont World of Warcraft, vous avez StarCraft, Diablo, Hearthstone, Heroes of the Storm, et puis Overwatch qui a été cité tout à l'heure. Studio qui a connu un succès majeur avec toutes ces licences, qui a organisé sa propre convention, la BlizzCon, qui est organisée depuis 2005. Et donc, nous, on va rentrer un petit peu dans cet univers de World of Warcraft. Alors, pas seulement le jeu World of Warcraft qui est sorti en 2004, mais la saga vraiment au sens large, qui naît en 2004 et qui se trouve encore développée jusqu'aujourd'hui. Donc World of Warcraft, c'est en fait le 4e opus d'une saga qui est née en 94 avec Warcraft Orcs and Humans. Et puis, donc, très rapidement, en termes de gameplay, donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est un MMORPG, donc, qui conjugue le jeu de rôle avec une pratique en ligne, l'idée étant que les joueurs puissent se réunir en communauté sur des mondes en ligne persistants pour, donner vie un petit peu à leurs aventures. Ici, dans le cadre de World of Warcraft, on va donc investir les terres d'Azeroth et d'Outre-Terre par la suite. Vous allez, en tant que joueur, pouvoir choisir, donc, d'appartenir soit à la Horde, soit à l'Alliance, de choisir un personnage, de le personnaliser, de lui appliquer une classe, des compétences, etc. Selon le personnage que vous allez choisir, donc ça va être un style de gameplay particulier, vous n'allez pas jouer de la même manière. Et donc effectivement, il y a cette opposition très forte entre la Horde et l'Alliance, mais on va avoir quelque chose quand même de beaucoup moins manichéen, en tout cas dans le lore. Ça va être beaucoup moins cette opposition très classique et un peu rude entre le bien et le mal.
Et donc maintenant que j'ai introduit cela, je ne sais pas si le trailer est fini, mais on va repartir sur la suite. Donc l'idée en fait c'est de commencer à discuter un petit peu de cette direction artistique et notamment c'est de questionner ces composantes fantasy. Donc je vais commencer tout d'abord par vous présenter un petit peu une figure majeure en fait du studio qui est juste ici, si ça veut bien le lancer. Ah oui non. Je vais trop vite. C'est pour ça que Jean il me lance un regard. Mais tu t'as oublié ma partie. Effectivement. Non, c'est pas une mise à jour, mais presque. Non, effectivement, parce que c'est un point en fait qui rejoint beaucoup le caractéristique de la fantasy. Là, en fait, vous avez les affiches de toutes les extensions qu'on connaît de World of Warcraft. Et effectivement, quand on parle de World of Warcraft, on parle des jeux vidéo, mais pas que. Il y a une production transmédia. Il y a je sais pas combien d'extensions qui existent. Et en fait, cette dimension prolifique de la création. Qui signifie que quand on veut s'intéresser à un lore, le jeu vidéo ne suffit plus, il faut aller un petit peu partout pour tout comprendre. Et bien ça, c'est quelque chose qui est quand même très présent en fait dans la fantasy. Jean, du coup, tu vas embrayer là-dessus. On est pressé de passer au concept art, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en effet, cette dimension prolifique est essentielle dans le domaine de la fantasy. En tout cas, quand on veut créer notamment des univers vraiment qui font effet de monde, qui peuvent atteindre cette réalité presque qu'avait réussi à toucher du doigt Tolkien. Tout comme l'a fait Tolkien, généralement les auteurs et les autrices de fantasy ne se limitent pas à un seul volume, ils écrivent des séries de romans pour donner une cohérence et une complexité, une richesse à leur univers. Et c'est la même chose dans le jeu vidéo. Dès les années même 80, les licences d'Ultima et de Wizardry sont construites sur plus d'une dizaine d'épisodes chacun pour développer leur univers. Et à partir des années 2000, des licences comme The Elder Scrolls, Dragon Age aussi, et bien sûr l'univers de Warcraft fait de même. On multiplie les jeux et comme Marine l'a évoqué, on multiplie aussi les autres supports médiatiques. C'est vraiment transmédia, il y a du roman, il y a du film, il y a des bandes dessinées. Et chaque support en fait médiatique va permettre de révéler une part plus ou moins différente de cet univers. Et si vraiment on veut s'y plonger, il faut taper dans tous les médias. Et c'est grâce à l'ampleur de cette production qui va toucher différents médias que l'univers de Warcraft s'est peu à peu complexifié et qu'il suscite aujourd'hui clairement cet effet de monde. Vraiment, le monde de Warcraft, c'est un univers dans lequel on peut se plonger. Et c'est un univers presque sans fin. Et qui dispose de ses langues, de sa géographie, de son histoire, de sa cosmogonie, de ses dieux. Enfin, c'est vraiment très, 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 très fouillé et très complexe. Et comment, en fait, il est composé, cet univers ? Il va y avoir deux choses, en fait. Il y a d'un côté des références, disons, classiques de la fantasy, de l'héritage plus ou moins tolkienien, moorcockien, etc. Et je prendrai deux exemples qui sont vraiment rattachés à Tolkien. Je trouve déjà, ici, c'est en rapport avec ce concept art de Wei Wang, dont Marine nous présentera ensuite le travail, une elfe de sang, réalisée par Wei Wang. Dans World of Warcraft, comme beaucoup d'autres jeux fantasy, il y a différents types d'elfes. On a souvent les elfes, les hauts elfes, les elfes sombres, les dark elfes, les elfes de sang ici. Et en fait, ça, le simple fait qu'il y ait plusieurs types d'elfes, c'est un héritage de Tolkien. C'est le premier à avoir fait ça. Il décrit tout dans le Silmarillion, où il explique l'histoire des elfes, leurs dissensions, leurs migrations, etc. Et ensuite, ça a été repris dans le jeu de rôle, Donjons et Dragons, pareil. Il y a différents types d'elfes, et dans le jeu vidéo, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs elfes dans EverQuest, il y a plusieurs elfes dans The Elder Scrolls, et il y a plusieurs elfes dans Warcraft. Détail intéressant, anecdotique, en thalassien, dans le monde de Warcraft, les elfes de sang, ce sont les Sindoreil, et vocable qui rappelle au niveau de la sonorité le mot Sindar chez Tolkien, qui en elfique signifie les elfes gris. Donc on a quand même une proximité qui est assez intéressante là-dessus. Même chose ici, deux visuels tirés du jeu, les terrestres, les terrestres d'Uldaman à gauche et les terrestres de Ulduar à droite, qui sont des créatures créées par un titan, par les titans, qui, pour faire vite, étaient là pour forger, sculpter Azeroth lors de la construction du monde. Et qui ensuite, par la suite, sont devenus les nains suite à une malédiction, bref. J'essaie d'un petit peu d'accélérer. Et ça, c'est pas sans rappeler l'histoire, vraiment, des nains chez Tolkien. Les nains chez Tolkien, ce sont l'ouvrage, non pas du dieu Eru Ilúvatar, qui est vraiment le dieu suprême, enfin, cette entité cosmique suprême, qui, normalement, a tout créé. Les nains, ce sont les seuls à avoir été créés par une entité supérieure, certes, mais en dessous d'Eru Ilúvatar, ce qu'on appelle un Valar, qui pourrait être plus ou moins l'équivalent des titans dans Warcraft. Le Valar Aolé, qui du coup les a modelés, lui, à partir de la Terre, sous les montagnes de la Terre du Milieu. Et au début, c'était un peu juste des automates vides d'âme, qui répondaient seulement aux ordres de Aolé. Donc on trouve vraiment quelque chose d'assez similaire ici dans ces deux histoires. Mais d'un autre côté, il y a ces références très très classiques de la fantasy, mais
le monde de Warcraft innove vraiment de manière très très forte. D'une part, 2 exemples encore cette fois-ci assez rapidement, les peuples absolument inédits que l'univers de Warcraft met en place. Ici, vous avez l'exemple d'un Draenei, il y en a plein, mais on a choisi le Draenei. Voilà un peuple de sages, avide de savoir, de connaissances, qui maîtrise fortement la magie, et surtout un peuple exilé au destin un peu tragique. Peut-être qu'on évoquera un petit peu plus tout à l'heure, mais ça, c'est une innovation, clairement. Et ensuite, dernière chose, la place, je trouve que c'est vraiment intéressant, la place qu'occupe la mécanique, les machines et la technologie dans Warcraft. Très souvent, pas toujours, mais très souvent, dans Warcraft, c'est quelque chose de plutôt positif, notamment quand on pense à la technologie gnome, les gnomes qui, avec leur science et leur technique, aident l'Alliance, leur créent des moyens de transport, ils peuvent se déplacer, ils peuvent combattre avec des machines, ou simplement ils peuvent acquérir de la connaissance sur le monde qui les entoure. Alors que dans la fantasy, en général, souvent la science est vue plutôt comme quelque chose d'assez négatif, c'est notamment le cas chez Tolkien, bien sûr, et c'est le cas également dans The Elder Scrolls, notamment dans Oblivion, le quatrième épisode, où au début, la première cinématique d'intro nous pose directement la distinction entre une vision un peu idyllique et verdoyante du continent de Tamriel, ce que vous voyez ici à gauche, qui s'oppose à une vision un peu suffocante, mécanique et la fournaise qui représente le plan d'Oblivion et qui du coup vient menacer par cette mécanique l'atmosphère paisible du continent de Tamriel. Donc vraiment, pour le coup, Warcraft se détache des classiques de la fantasy avec cette vision de la machine, selon moi. Mais Warcraft se détache surtout des autres productions avec sa direction artistique, et vraiment maintenant, on va y rentrer avec Marine. Exactement. Alors là, je vais du coup vous parler un petit peu d'une figure emblématique de Blizzard, qui est son directeur artistique, Samwise Didier. Là, je fais un signe à la régie qui va me lancer ma vidéo. Parfait. Donc en fait, Samwise Didier, c'est important d'en parler parce que évidemment, quand on analyse une direction artistique, avant même de savoir ce qu'on va produire, il faut savoir qui est aux commandes, puisque le directeur artistique va vraiment appliquer sa vision personnelle en fait pour créer une vision commune qui sera le jeu de base. Et donc Didier Samwise, c'est un artiste américain qui est né donc à Tustin, en Californie, en 71, et qui dès son plus jeune âge en fait est à la fois amoureux du cinéma, mais qui est aussi très amoureux de la comics. Et il y a notamment 2 figures qui vont vraiment bien l'influencer quand il va être plus jeune. Hop, je vais mettre ici. Donc il y a d'abord Frank Frazetta. Donc là, je vais vous montrer 2 figures qui l'ont influencé, qui sont extrêmement connues. Frank Frazetta, qui est donc un artiste américain parmi les plus importants, les plus influents dans le genre SF, fantasy aux États-Unis. Alors là, je reprends mes petites notes. Il a reçu énormément de prix en fait dans cet univers-là. En 76, par exemple, on lui décerne le World Fantasy Award Artist, et en 95, il a le premier prix de Grandmaster of Fantastic Art. Je vais y arriver. Donc en fait, c'est un artiste qui va débuter sa carrière en tant qu'auteur de bande dessinée. Donc là, on est aux States, donc on parle de comic books, de comic strip. Et ensuite, il va se lancer comme peintre, comme illustrateur. Il va avoir une production très, très prolifique. Et on le connaît notamment donc, pour tout son travail qu'il a produit sur Conan le Barbare, qui est donc l'illustration des nouvelles de Robert Howard, donc cette histoire d'un héros cimérien et toutes ces aventures épiques. Donc là, je vous ai mis 2 artworks que Frank Frazetta a produit, qui vous donnent déjà un petit indice à la fois sur l'esthétique qui va plaire à Samwise et en même temps les motifs, notamment j'insiste sur ces motifs ou ces emprunts à la mythologie avec le casque ailé, etc. Bon, je détaille pas trop, mais je vais en dire beaucoup plus ensuite. Et un deuxième artiste qui va énormément l'influencer, mais vraiment j'insiste là-dessus, c'est John Buscema, que vous connaissez peut-être comme sous le nom de Big John, qui est très très connu puisque c'est en fait l'un des principaux dessinateurs de chez Marvel. En fait, il a été repéré par Stan Lee en 48 et tellement il était doué, donc il va intégrer Timely Comics, qui va devenir ensuite Marvel Comics, et il va s'illustrer sur énormément de licences de Marvel. Il va passer 90% de son temps à dessiner des super-héros. Alors il a travaillé sur les Vengeurs, donc les Avengers, le Surfeur d'argent, les 4 Fantastiques, Captain
Marvel, Spider-Man, etc. C'est vraiment voilà ce qui va être au cœur de son travail. Sauf que en fait, cet artiste-là, il aime pas dessiner des super-héros, ça lui plaît pas, c'est pas ce qu'il aime. Lui, ce qu'il aime, c'est l'heroic fantasy, c'est la mythologie, c'est vraiment ce qui le passionne. Il le confesse lui-même, le seul super-héros qu'il a aimé dessiner, du coup, c'est Thor. Bon, on comprend pourquoi. Du coup, il sera très content d'apprendre en 73 que Marvel rachète les droits de Conan le Barbare, et donc il va pouvoir passer plus de 15 années de sa vie à travailler dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment deux artistes qui vont beaucoup influencer le directeur artistique de World of Warcraft et qui vont vraiment commencer aussi à infuser dans sa production personnelle. Donc là, je vous mets deux premières œuvres donc de Samwise qui vous montrent déjà, alors dans les motifs, vous avez tout de suite compris l'univers dans lequel on se trouvait, avec ces trolls, ces nains au casque ailé, qu'on retrouve encore une fois, ou qui sont en train de, force de bière et de jambon, de festoyer dans des mines, etc. Donc on a déjà ces motifs qui réapparaissent, une esthétique assez intéressante, mais si on avance un petit peu plus, Samwise, il produit également des romans graphiques. Donc là, je vais vous donner deux exemples de productions récentes. Le dernier en date, c'est Grimbird Tales of the Last Dwarf, qui est en fait le récit d'un nain qui va passer une nuit un petit peu arrosée et qui, quand il va se réveiller 1000 ans plus tard, sous la domination des elfes. Donc évidemment, ça ne lui convient pas. Donc voilà, il y a tout ce roman graphique qui va s'installer dans cet univers très fantasy que va développer Samwise. Et en second, là on commence déjà à s'approcher un peu de Warcraft, qui s'appelle The Last Winter. Donc là on est sur l'île de Midgard. On n'est pas à Midgard, mais le nom s'approche déjà. Et donc c'est une île qui se retrouve envahie par des géants de feu, des géants de glace, etc. Donc ça va donner lieu à des combats épiques avec des personnages qui ont évidemment des grosses armes, des grosses épées, des haches, etc. On est déjà sur voilà, quelque chose qui visuellement est très fort, très prenant, ce qui nous laisse une petite idée de ce qui va se passer ensuite. Et ce qui est intéressant aussi avec Samwise, c'est qu'il n'est pas seulement dans la création visuelle graphique, il fait aussi beaucoup de musique. C'est quelqu'un qui est chanteur déjà, il a un groupe. Alors toutes les paroles de ses chansons parlent beaucoup en fait du lore de World of Warcraft. Vous pouvez écouter du gros métal avec des chants sur les murlocs, etc. C'est super cool. Et le nom même du groupe évolue en fonction de son niveau qu'il gagne dans World of Warcraft. Bon bref, c'est très sympathique. Donc il aime beaucoup en fait la musique, notamment la musique métal, et on le sait, les pochettes d'albums empruntent beaucoup encore une fois cette mythologie nordique, etc. Il va lui-même designer des pochettes. Alors ici, je vous ai mis des exemples de pochettes qu'il a pu faire pour le groupe de métal Hammerfall, où là, en fait, ne serait-ce que par l'utilisation de la couleur, par la stylisation des personnages, voilà, c'est déjà quelque chose qui va vraiment gagner, en fait, World of Warcraft par la suite. Et quand on voit ce panorama un peu de sa production en dehors du coup du travail qu'il a pu faire chez Blizzard, sa production personnelle, que ce soit avant ou après le travail qu'il a pu faire chez Blizzard, on est déjà vraiment, enfin comme tu le disais, c'est vrai qu'on s'approchait de plus en plus de l'esthétique de Warcraft. Pour moi, on y était vraiment, je trouve. À quel point, du coup, en tant que directeur artistique, il a pu, orienter la direction artistique de Warcraft, qui ressemble vraiment quand même beaucoup à ses travaux personnels. Est-ce que du coup, il a un peu dicté d'une main de fer ce que devait être la direction artistique, ou comment ça s'est passé en fait au sein du studio avec Samwise? Alors, en fait, c'est vrai que la figure du directeur artistique, elle est toujours très importante, puisque quand vous avez une équipe, par exemple, de 50 artistes sous votre aile, évidemment, chaque artiste va avoir sa vision personnelle, sa culture personnelle. Vous devez créer un jeu, une vision commune. Donc, le rôle du directeur artistique, c'est vraiment ça, c'est on va dire, de prendre le meilleur de chacun pour asseoir une vision commune. Et effectivement, Samwise va avoir une importance considérable ici. On le voit déjà dans ses goûts personnels, dans ce qu'il aime produire, voilà, à titre perso. C'est quelque chose qui va beaucoup, en fait, bien mettre dans la licence de Blizzard. Donc effectivement, une signature graphique qui est très particulière. Blizzard, c'est comme quand on parle d'une œuvre picturale, on dit à la manière de Léonard de Vinci, à la manière de Monet. Quand on parle de Blizzard, on parle de la manière Blizzard, parce que Blizzard a un style qui n'a pas été seulement utilisé dans un jeu en particulier. C'est c'est une stylistique qu'on retrouve dans tous les jeux qu'ils peuvent produire. Donc c'est vraiment une signature graphique.
Et donc ce style cartoon, on le doit effectivement beaucoup à Sam Wise, donc qui va arriver au tout début en fait de chez Blizzard. Il est âgé de 20 ans. Il arrive dans une boîte qui s'appelle Silicon and Synapse et il ne sait pas encore ce que le destin lui réserve. Et alors c'est assez intéressant justement de parler de ce choix de cette esthétique-là, qui à la fois effectivement résulte de cette identité personnelle de Sam Wise, et en même temps qui est une esthétique située dans le sens où elle est forcément le résultat de contraintes techniques, puisque effectivement quand on prend nous on parle de World of Warcraft et de tout ce qui s'est passé après 2004, mais si on reprend quand même les premiers opus de Warcraft, donc qui sont à partir de 94, 95 et puis voilà. On est dans un moment en fait où ce sont des productions avec une caméra aérienne, si vous visualisez un petit peu les premiers Warcraft. Et en fait, le fait d'avoir cette caméra aérienne et en plus d'être dans un type de jeu qui va forcément mettre beaucoup d'éléments graphiques à l'écran, en tant que designer, concept artiste, on est obligé de s'adapter à cela. Il va falloir faciliter la lisibilité de l'image. Et donc, pour créer cette lecture faciliter la lecture de l'image, on va opter pour une stylistique qui est donc à la fois très stylisée et très épurée, c'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs très franches, incisives, exagérées. On va avoir un travail très fort sur la silhouette des personnages, puisque l'idée, c'est ce que disait Florian tout à l'heure, c'est de pouvoir reconnaître de loin qui est qui et qui fait quoi. Donc, c'est ce qui explique un peu ce design, un peu ce que Sam Wise dit, de ces figures un peu hulkifiées. Vous voyez, c'est pas parce qu'ils ont la peau verte, mais vraiment parce qu'ils ont une musculature exacerbée, des muscles qui sont trop grands, des épaules démesurément grandes, etc. On va vraiment amplifier ces éléments graphiques-là pour en permettre la lecture. Et le concept qu'on voit justement ici, donc du concept artiste Bill Petras, en fait, ça va montrer l'évolution de cette direction artistique, puisque au départ, le style cartoon, c'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on va subir, mais c'est quelque chose qui est contraint en tout cas. Et ensuite, quand on va arriver sur donc les World of Warcraft des années 2000, là en fait, on est sur un jeu qui va changer de regard, qui va changer de caméra. Donc, la caméra n'est plus seulement vue sur le sol, on va plus seulement voir le sol, on va là devoir tout regarder. Le ciel devient un lieu, une terre inconnue à découvrir. Ce que montre en fait ce concept-là, on change de dimension et on aurait pu très bien choisir une autre esthétique en fait pour s'adapter à ce changement de caméra, mais on va choisir de la perpétrer. Et donc on va rester dans la lignée de cette esthétique de Sam Wise qui va être revendiquée et qui va faire cette signature très particulière effectivement de Warcraft. Du coup, les grandes composantes du style de Warcraft, forcément, vu qu'on est dans le domaine de la fantasy, il y a des liens entre les deux. C'est-à-dire que c'est un peu peut-être les thématiques fantasy développées par l'univers de Warcraft qui vont, pas dicter, mais orienter en tout cas peut-être certains éléments de la direction artistique. En fait, quand on pense direction artistique de World of Warcraft, il ne s'agit pas seulement de considérer l'esthétique du jeu, c'est-à-dire la signature dont je parlais jusqu'ici. Il s'agit aussi de comprendre plus largement le rapport avec le game design, avec la narration, etc. Et c'est vrai que si on doit citer en tout cas les plus grandes composantes fantasy de World of Warcraft, il y en a 3 que je vais très rapidement esquisser, mais qu'on va décrypter ensuite par l'analyse de concept. C'est à la fois cet emprunt à la mythologie, une omniprésence de la magie, et puis la dimension spectaculaire, la spectacularité à la fois dans l'arc narratif et dans l'esthétique. Je vais décrypter ça de suite. Alors effectivement, une grande composante fantasy de World of Warcraft, c'est la mythologie. La mythologie, on le sait, que ce soit dans le cinéma, la peinture, ce qu'on veut, c'est une source en fait de créativité. C'est des ressources dans lesquelles on peut puiser. Et en fait, l'intelligence qu'a eu World of Warcraft, c'est d'aller emprunter à la mythologie. Alors la mythologie gréco-romaine, la mythologie nordique, la mythologie égyptienne. On trouve un petit peu de tout. C'est un peu le melting pot mythologique. Et ils vont emprunter à ces mythologies
pour créer suffisamment de familiarité pour favoriser en fait l'immersion du joueur dans le lore, et en même temps pas trop pour créer quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça World of Warcraft sur le plan de la mythologie, c'est de l'emprunt mais pour créer quelque chose de nouveau. Là j'ai mis un exemple. Alors ici ce ne sont pas des concept art de World of Warcraft, ce sont des vues d'artistes que j'ai utilisées parce que ça me permettait de bien illustrer mon propos. Là ici par exemple on a effectivement cette mythologie qui est donc créée par WoW. C'est assez intéressant. En fait ils ont imaginé un monde, un lore dans lequel la vie, la première vie qui apparaît, c'est celle des titans. Les titans, en fait, sont décrits comme des âmes-mondes qui sommeillent en fait dans des noyaux de planètes, donc ils sont endormis. Et progressivement, eh bien, ces âmes-mondes, elles vont se réveiller, elles vont sortir des planètes. C'est pour ça que j'ai mis cette représentation-là en haut à droite. Elles vont sortir. Et donc le premier titan, donc c'est Amaltul, donc qui va sortir de sa planète, et puis il va se retrouver un petit peu dans le vide du cosmos, et dire tiens, je suis seul. Et de là, il va se dire que peut-être il aurait des frères et sœurs un petit peu ailleurs. Donc il va se mettre à arpenter le cosmos, effectivement, et il va découvrir d'autres titans. Ils vont en rencontrer 6, notamment. Avec ces 6 titans, ils vont former les élitistes, donc le panthéon des titans. Donc là déjà un premier emprunt à la mythologie, ce panthéon. Chaque titan, on va lui associer un élément, un savoir-faire, des compétences, etc. Alors je peux donner des exemples. On avait Éonar qui est donc la lieuse de vie, qui va donc plutôt représenter la nature. C'est presque une Gaïa d'une certaine manière. On va avoir Norganon qui va lui représenter la magie. On va avoir, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le titan forgeron de World of Warcraft. Enfin, voilà, on va avoir un certain panel en fait de divinités qui vont prendre lieu et place. Et ce qui est intéressant, c'est que au sein de ces titans-là, en fait, on a 2 espèces. On a les titans de platine, qui sont les plus puissants, qui sont appelés donc les Aesir, et on a les titans de bronze, qui eux sont peut-être un peu moins puissants, mais quand même, ils en imposent. Et en fait, cette distinction entre 2 espèces chez les titans, en fait, c'est une distinction qu'on retrouve déjà dans la mythologie nordique, puisque donc les Aesir, les titans de platine, ça fait écho au vieil islandais Aesir, qui désigne donc les dieux principaux qui vivaient à Asgard, dans la mythologie nordique. Donc on avait Odin, Thor, Baldur, etc. Tandis que les Vanir, donc les titans de bronze, ça fait écho aux Vanir de la mythologie nordique qui vivent en fait dans le Vanaheim. Donc là on voit, ne serait-ce qu'à travers cette mythologie originelle, eh bien qu'on a déjà des emprunts, mais dans l'idée de créer quelque chose de nouveau. Donc ça c'est particulièrement important. Ensuite, la dimension de la spectacularité. Alors là, vous voyez, j'ai croisé un concept art en haut à gauche alors c'est Wei Wang, toujours, avec des affiches des Avengers, etc. En fait, la spectacularité, c'est quelque chose de vraiment essentiel dans cette direction artistique, qui est double, qui est à la fois une spectacularité dans l'arc narratif, où en fait là, ça rejoint vraiment ces épopées en fait antiques qu'on peut trouver avec la figure d'Ulysse, par exemple, avec l'Odyssée, qui va effectivement vivre des aventures extraordinaires, croiser des créatures incroyables, etc. Eh bien, on va essayer de retrouver cette spectacularité, ce côté épique à travers la narration. Donc si on prend les personnages de World of Warcraft, c'est des personnages qui sont héroïques, qui vont combattre des forces surpuissantes, souvent d'ailleurs des puissances maléfiques. C'est toujours de la démesure en fait dans ce qu'il va affronter, dans ce qu'il va vivre, dans ce qu'il va proposer. C'est vraiment cela. Et cette démonstration de force où le héros va briller par son intelligence, sa force physique, etc. Eh bien c'est une spectacularité qui va se doubler d'une spectacularité visuelle, puisque là c'est quand même assez flagrant à l'image. L'idée c'est d'avoir une esthétique qui soit presque dans la démonstration en fait visuelle. Vous voyez, on a énormément de couleurs, on en a un petit peu partout au point qu'on a presque du mal à lire en fait l'image. Pour reprendre ce très mauvais slogan publicitaire, plus t'en mets, plus t'en as, c'est vraiment ça. Et donc il y aura toujours plus de personnages à l'image, qui seront toujours plus forts, plus
avec des armures toujours plus inconfortables, mais parce que ça en impose et c'est chouette. Donc c'est vraiment cela en fait, et ne serait-ce que dans les couleurs en fait qui sont utilisées, le récit est à ce point extraordinaire que on peut pas utiliser une palette de couleurs qui soit réaliste. On est obligé d'aller dans quelque chose de beaucoup plus saturé, encore une fois, dans cette démonstration graphique, pour correspondre à cette spectacularité narrative. Donc, un emprunt à la mythologie pour créer de la familiarité, mais créer quelque chose de nouveau en même temps. Une spectacularité qui emprunte également aux épopées antiques et qui se double d'une démonstration visuelle. Et puis, une importance, bien sûr, de la magie. Donc dans World of Warcraft, pour reprendre le terme de J.K. Rowling, on n'est pas dans un monde de moldus. La magie, elle est partout, elle est omniprésente, elle infuse dans chaque élément de l'univers. Alors elle se manifeste à la fois par des artefacts magiques, elle se manifeste par des portails temporels. Moi-même, quand je me suis plongée dans le lore de World of Warcraft, j'ai eu beaucoup de mal à tout suivre parce que je m'attache à un personnage, je me dis tiens, lui il fait ça, on va me dire ah oui mais non, lui c'est pas le personnage du présent, c'est le personnage du passé parce qu'il est passé dans telle faille et que du coup il faut faire le lien à chaque fois, donc c'est toujours un peu complexe. La magie elle est vraiment là. Et puis la magie qui se manifeste aussi par des personnages ou des lieux. Là, je vous ai pris bien évidemment l'exemple de Dalaran, qui est donc une cité des mages dans Warcraft, qui malheureusement va être détruite, rasée par Archimonde par la suite, mais ça c'est une autre histoire. Donc un lieu emblématique, Dalaran, c'est quelque chose qui résulte d'une guerre entre les elfes et les trolls qui se sont mis à attaquer les elfes pour les chasser de leur terre. Les elfes se sont retrouvés un petit peu pris en tenaille et ils ont demandé de l'aide extérieure, en l'occurrence une aide aux hommes. Et les hommes ont accepté de les aider à condition que les elfes acceptent de former 200 mages humains. Ils ont accepté et donc en fait les humains se sont révélés très très bons en magie et ils ont décidé de fonder cette cité de mages, donc de Dalaran. Je vous avais mis également un autre visuel en haut à droite qui est donc le puits d'éternité. Pour ceux qui jouent à World of Warcraft, vous connaissez forcément, même si lui aussi a été détruit, parce qu'on aime bien beaucoup détruire dans World of Warcraft. En fait, le puits d'éternité, alors c'est quelque chose qui fait écho à cette histoire des titans dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque à la base les titans en fait ils s'intéressent à Azeroth. Pourquoi ? Parce qu'ils soupçonnent dans le cœur d'Azeroth la vie d'un titan. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils vont se battre autant pour sauver Azeroth, parce qu'ils pensent qu'il y a un de leurs frères ou sœurs, en tout cas, en leur cœur. Et donc les titans, alors c'est une très longue histoire, mais pour résumer un petit peu, les titans vont essayer de se débarrasser des dieux anciens qui peuplaient Azeroth et qui corrompaient en fait le cœur de la planète. Et en arrachant comme ça des dieux anciens à la planète, en fait, ils vont créer une plaie béante sur Azeroth. Et donc pour penser la plaie de la planète, ils vont créer un puits d'éternité. C'est le titan de la magie qui va s'en occuper et donc qui va transformer cette plaie en un puits de sources magiques. Donc voilà, quand on parle magie dans World of Warcraft, c'est vraiment ces deux éléments qui ressortent. C'est à la fois Dalaran, mais aussi le puits d'éternité qui est la source la plus ancienne et la plus puissante en fait de magie dans le lore. Vas-y. Dans une magie, dans World of Warcraft, une magie très démonstrative. On est dans une magie héritée vraiment, là encore une fois, de Donjons et Dragons. On est très très loin de la magie de Tolkien, par exemple. La magie de Tolkien qui est très 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 discrète. Les pouvoirs de Gandalf, même quand on lit ou quand on regarde les films, ça reste assez discret, assez mesuré. Il est vraiment plutôt en communication avec des puissances supérieures, c'est plutôt un sage, etc., mais qui a des pouvoirs bien sûr, mais qui sont pas très démonstratifs. Dans World of Warcraft, voilà, il y a des puits magiques, il y a des villes volantes, ça lance des boules de feu, ça réanime les morts. On est vraiment sur des choses très très directes, très démonstratives, très ludiques en fait, parce que la magie à la Tolkien serait, et c'est d'ailleurs ce que disait Gary Gygax, le créateur du Donjons et Dragons, il disait le Seigneur des Anneaux, oui, ça influence tel ou tel truc, mais par contre au niveau de la magie, Gandalf il fait pas grand chose quoi, donc nous dans un jeu c'est pas très très intéressant quoi. C'est pour ça que voilà, dans Donjons et Dragons il y a beaucoup de choses magiques très très directes et c'est complètement passé dans le jeu vidéo en général et notamment dans World of Warcraft où comme Marine l'a expliqué, c'est où qu'on mette les pieds et il y a forcément un résidu magique, une créature magique, un magicien, quelque chose. Alors du coup, avant de passer directement à l'analyse enfin du concept art,
Je voulais terminer sur en fait une citation de Alex Horley, qui est l'un des principaux artistes qui a travaillé avec Samwise et qui en fait résume vraiment cette question de l'esthétique et cet emprunt en fait à la fantaisie. Je me permets de vous la lire. Donc Blizzard a toujours misé sur la direction artistique et dès le développement de cet univers, le studio a consacré autant de moyens à l'esthétique de WoW qu'à la technique ou au gameplay. Cela se ressent dans chacune de leurs illustrations, riches en détails, en profondeur narrative. Lorsque j'ai commencé à travailler pour Blizzard, on m'a dit « n'aie jamais peur de la couleur ». Ces paroles m'ont fait un bien fou. J'ai une formation classique, mais grandement teintée de comics books et de romans d'heroic fantasy. Alors, même si je me sentais très à l'aise, j'ai compris que World of Warcraft, c'était de la fantasy sous amphétamine. C'est pas une incitation à consommer de la drogue, je précise. Le jeu joue sur toute la gamme de cette catégorie et utilise une palette et des conceptions graphiques audacieuses. Dans un genre où tout semble éculé, Blizzard a su renouveler les thèmes et personnages habituels et leur insuffler un nouvel impact. Le style est frais, incisif et exagéré. Donc ça, c'est vraiment cela, hein. Dans la construction de l'image, pensez toujours à une construction de l'image qui vient asseoir en fait une supériorité soit du personnage, soit de l'environnement pour toujours créer cette spectacularité. Et donc, je vais passer au concept art, même si le temps défile. Alors le concept art, c'est vrai que quand on s'intéresse à la direction artistique de jeu, du coup on en vient à parler de concept art. Pourquoi ? Parce que le concept art, c'est vraiment cette phase de pré-production où on va tenter de mettre en image tous les concepts, à la fois ludologiques, esthétiques, narratifs, qui vont composer un univers de jeu. Donc pourquoi je rappelle ça ? Parce que les éléments que je vais vous montrer, ce ne sont pas des illustrations. Je rappelle que les illustrations, ce sont des images qui ont une certaine finitude, une certaine autonomie. Elles ne racontent que ce qu'elles montrent. Alors que le concept art, l'idée, c'est vraiment de générer des idées, d'imaginer ce qui n'est pas encore. Donc, on a un régime visuel qui est complètement différent. Et on va commencer un petit peu par là. Alors, je ne vais pas lancer la vidéo tout de suite. On va en fait se balader un petit peu dans des concepts de World of Warcraft. L'idée étant de commenter un petit peu à la fois les emprunts à la fantasy, à la fois l'esthétique qui est choisie. Là, j'avais choisi, alors j'en ai pris que quelques-uns, hein, mais j'ai choisi le roi Lich parce que déjà c'est un personnage qui est très intéressant, qui est très clairement dans cet univers fantasy. Et puis, j'observais une symétrie assez intéressante, à la fois esthétique et narrative, avec Game of Thrones. Vous avez peut-être tous vu la série adaptée d'HBO. Alors, je ne peux pas revenir sur toute l'histoire du personnage, parce que ce serait vraiment trop long et je manque de temps. Mais ici, dans ce concept-là, vous voyez... Alors, qui a déjà joué à World of Warcraft, juste pour... Ok, ne soyez pas si menaçants. Donc en fait, c'est très bien, ça me permet de passer outre tout le descriptif de l'histoire. Donc le roi Lich, comme vous le savez, c'est un combo de deux personnages qui est à la fois donc Ner'zhul, un chef de clan orc, chef d'Ombre Lune, qui en fait va se faire déchiqueter par l'un des membres de la Légion Ardente. Il va perdre son corps, son esprit va être enfermé dans un bloc de glace avec avec le aume de domination et l'épée de deuil givre qu'on connaît par la suite. Et on a aussi l'histoire d'un paladin, donc Arthas Menethil, qui en fait essaye tant bien que mal de protéger son peuple du fléau. Cette peste est armée aussi de morts vivants. Et en fait, en voulant protéger son peuple, il va s'emparer de cette épée de deuil givre. Et sauf que en fait, c'est un peu le début de la fin, puisque c'est là que il va commencer à se faire corrompre par l'épée. Et donc le roi Lich, c'est ce mélange en fait de Ner'zhul et de Arthas qui vont en fait qui vont fusionner d'une certaine manière. Donc l'esprit de Ner'zhul va entrer dans le corps de Arthas, etc. Et là, en fait, le concept, il est vraiment sympa parce que l'idée, c'est de pouvoir transcrire à la fois sur l'armure et puis la masse du personnage, de traduire en fait la complexité du perso. Là, on voit en fait que dans le concept, on a le mélange de deux visages qui traduit en fait cette dualité très forte du personnage. L'armure qu'il peut avoir, encore une fois, c'est souvent des armures qui sont beaucoup trop imposantes pour être pratiques. On a des espèces de pics. Ça ressemble un peu à des tentacules de monstres en fait.
qui viennent comme ça sortir du personnage, qui sont vraiment chouettes. Alors j'avais une vidéo à vous montrer justement pour vous parler un peu plus de tout cela, mais comme on est pris par le temps, je peux pas tout montrer. J'avance un petit peu. Et en fait, je vais vous parler ensuite de Game of Thrones. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une très très forte symétrie entre les deux. Donc on a cette figure du roi Lich en fait qui vit en Orphandre, donc dans des territoires glacés, gelés, qui commande aux morts. Donc il y a une armée qu'on appelle le Fléau, qui est une armée effectivement de morts vivants, qui a pour but de transformer tous les vivants du monde d'Azeroth en morts vivants justement. Et donc il est toujours armé bien évidemment de son fidèle dragon en l'occurrence, c'est Sindragosa. Et en fait, cette symétrie, cette histoire qui est développée par World of Warcraft, elle a vraiment une symétrie avec Game of Thrones. Là, je vous ai mis 2 visuels. En fait, ici, vous avez un concept art de Wei Wang qui montre ce personnage-là. On a déjà des emprunts, évidemment, à l'univers de Tolkien. Si vous regardez un petit peu au niveau du design en fait de l'armure, on a quelque chose qui s'approche très fortement en fait du design de Sauron. Et chacun va avoir effectivement son instrument de pouvoir. Pour Sauron, ce sera l'anneau, un anneau pour les gouverner tous. Et le roi Lich, ce sera effectivement cette épée de deuil givre. Donc dans le design, on a vraiment quelque chose qui s'en approche. Et j'ai entendu tout à l'heure à l'entrée des gens qui comparaient justement l'armure du roi Lich avec celle des chevaliers dans Dark Souls. Et c'est vrai, il y a beaucoup de comparatifs à faire. Des concepts qui ont été produits ici par Kang Bernie pour ce fameux dragon en fait que le roi Lich va venir sortir des eaux pour le ranimer. Vous voyez, une espèce de cage thoracique avec cette flamme bleue qui va montrer qu'il reprend vie. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve point par point dans Game of Thrones. Un parallèle à faire entre le roi Lich, évidemment, et puis ce roi de la nuit qui dirige cette armée de morts. On a effectivement ce dragon qui est présent. Le parallèle, il se fait à la fois dans l'esthétique, la colorimétrie, vous le voyez, on a exactement la même palette, la même teinte pour décrire ces deux univers. Et l'histoire, comme je disais, qui est très très similaire. Alors là, est-ce qu'on peut lancer cette petite vidéo ? On ne pourra pas tout montrer, mais pour ceux qui ont le trailer qui présente l'histoire du roi Lich, on voit effectivement le roi Lich qui est donc sur un territoire glacé, donc en Orphandre, et qui va sortir Sindragosa de dessous les eaux pour en faire une de ses armes de choix. Et dans Game of Thrones, c'est quelque chose qu'on va retrouver de cette manière-là. Les chaînes qu'on voit en plus à l'écran ici, c'est des chaînes qu'on trouve dans les concepts que je vous ai montrés juste avant. On a ces chaînes qui rappellent aussi la prison qu'a subi Ner'zhul, parce qu'il est encore enfermé pendant un long moment avant de pouvoir agir. Je peux pas avancer sur la vidéo, mais bon, j'ai malheureusement pas le pouvoir dessus. La citadelle aussi des White Walkers qui vont être très similaires au design qu'on peut trouver de la citadelle avec le trône de glace. Dans Game of Thrones, c'est le trône de fer. Avec le roi Lich, c'est le trône de glace. Donc énormément de parallèles que j'aimerais pouvoir détailler. Malheureusement, je ne peux pas. Et chaque fois que je vois cette scène, ça me donne envie de re-regarder encore la série, mais je vais passer à la suite. Je coupe la vidéo. On peut s'arrêter sur de givre un peu ou pas, vraiment pas, tu penses ? On peut vraiment pas. Désolée. Tant pis. Pour les questions, pour ceux qui en ont. Ici, j'avais pris des concepts qui ont été produits pour designer l'Outre-Terre, l'ancienne Draenor, qui là en fait m'intéressait particulièrement pour son utilisation de la couleur, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, la couleur c'est une part essentielle dans la direction artistique de World of Warcraft. Et en fait là, on va vraiment utiliser la couleur pour créer favoriser une identité territoriale. C'est ce que Bill Petras nous raconte ici dans la petite citation que je ne vais pas avoir le temps de vous lire. Et en fait, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup, évidemment, dans le jeu vidéo. Donc là, on est sur un jeu qui est totalement différent de World of Warcraft, qui est Journey, où en fait, le petit visuel... Vous voyez mon curseur ou pas ? Oui. Dans la temporalité de l'œuvre, en fait, chaque niveau, chaque phase de l'œuvre va avoir une couleur particulière, une colorimétrie forte. Ça peut permettre de développer la psychologie d'un personnage, ça peut permettre de se repérer aussi dans l'espace, ça permet pas mal de choses. Et dans World of Warcraft, c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver pour l'Outre-Terre. Donc là, je vous montre quelques concepts qui ont été réalisés
pour cet espace-là. Donc on a ici des concepts de Peter Lee, que je vais essentiellement vous montrer. Donc les flammes infernales, qui là, ce sont des territoires arides en fait, où on va miser sur le côté rougeâtre pour insister sur cette valeur démoniaque, encore une fois. Vous voyez, avec ces petits faisceaux de fel qui se baladent. Tout de suite pour contraster, parce qu'en fait quand vous passez la fameuse porte des ténèbres, vous arrivez dans ce terrain des flammes infernales, mais pour montrer le contraste et montrer ce à quoi Draenor pouvait ressembler avant, là on va directement arriver en terre de Nagrand, et là pour le coup c'est complètement justement la valeur contraste, le vert, avec toujours ces éléments vous voyez, de terre qui gravitent ici. Donc là encore une fois c'est encore Ner'zhul qui a fait des siennes, qui a voulu jeter un sort, puiser dans la source du monde de Draenor, et en fait qui a tout cassé. Il a cassé la matrice, donc voilà, c'est à cause de lui qu'il y a un petit peu tout ça. Quand on avance un petit peu, là on arrive donc dans ce fameux marécage de Zangar, qui à la base est un océan ou une mer, et en fait quand Ner'zhul va lancer son sort, il va vider en fait les mers, les océans, donc on se retrouve avec un marécage. Et vous voyez ici la palette de couleurs qui change encore, qui est là pour le coup est vraiment très fantasy, que j'avais mis en rapprochement en fait avec d'autres jeux. Alors, par exemple pour ceux qui ont joué à Rayman Ulum the Vok, quand vous baladez en fait dans le début du jeu, on est dans une terre, le concile des fées, donc là on est vraiment sur l'univers du conte, et l'esthétique qui est proposée en fait dans le marécage de Zangar, c'est vraiment cela. Ce sont des terres bleutées, violines, avec des champignons géants jaunes incandescents comme ça. Et d'ailleurs, là, le concept que vous voyez en haut à gauche, c'est une vue de la vallée d'Ombre-Lune avant qu'elle soit corrompue, qui était, elle, composée effectivement de menhirs avec des runes brillantes comme cela, des planètes apparentes partout. Et c'est vraiment ce qu'on trouve, en fait, vous voyez, dans le petit... J'ai pas mis toutes les images, mais c'est vraiment ce qu'on retrouve, ces caractéristiques vraiment de l'univers, de l'iconographie, en fait, visuelle fantasy. Et donc ce visuel en haut à gauche, vous voyez, la vallée d'Ombre-Lune, c'était ça, et maintenant c'est ça. Là, on est sur quelque chose de beaucoup moins accueillant. Donc en fait, voilà une vallée qui est complètement ravagée par la magie démoniaque. Et ici, dans le design, bah là, encore une fois, je vais faire un rapprochement avec le Seigneur des Anneaux, si on peut lancer la vidéo. Vous voyez cette structure montagneuse verte, eh bien, elle fait écho à Minas Morgul, dans le Seigneur des Anneaux, qui va reprendre cette esthétique verdâtre pour signifier la présence de démons, etc. Voilà, vous voyez, ne serait-ce que dans le Seigneur des Anneaux, on a ces gargouilles de démons qui nous accueillent à l'entrée, et on comprend qu'ils ne soient pas trop rassurés de passer par là. J'avance un petit peu. Tac, voilà. Quelle heure il est ? J'ai le temps, j'ai 5 minutes. J'ai 5 minutes. Donc là, on est sur les tranchantes, ras le néant. Vous voyez, à chaque espace qu'on va arpenter, on aura une colorimétrie différente. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, ici, on est ailleurs. On va, en fait, là, c'est un concept qui a été réalisé donc pour Teldrassil. Donc qui est le fameux arbre-monde qu'on trouve beaucoup. En fait, là encore, c'est un emprunt à la mythologie, j'ai envie de dire la mythologie nordique, mais pas que. Qui est en fait, alors cet arbre-monde, c'est quelque chose effectivement qu'on trouve dans la mythologie nordique, qui est un arbre sur lequel reposent les 9 royaumes constitutifs de cette mythologie, donc Asgard, Midgard, Helheim, etc. Et en fait, alors, ce concept-là d'arbre-monde, de l'Yggdrasil, qui a été repris, c'est quelque chose qu'on trouve déjà ailleurs, dans d'autres jeux vidéo. Par exemple, si vous avez joué au dernier God of War, l'arbre-monde, on le trouve, oui, comme hub, c'est ce que tu disais. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est d'utiliser l'arbre-monde comme élément graphique pour justifier d'un level design. On va passer par cet arbre-là pour aller de territoire en territoire. Alors que l'arbre-monde dans World of Warcraft, si je reviens un peu en arrière, là, en fait, on va vraiment prendre le concept, si je puis dire, au pied de la lettre. Cet arbre-monde, c'est censé être un arbre sur lequel il y a des royaumes dessus. World of Warcraft va faire ça. On va dessiner un arbre, on va mettre des royaumes dessus. Bon, là, en l'occurrence, c'est la capitale de Darnassus qui est présente ici. On voit de dos. Donc, c'est Malfurion, c'est ça, le frère d'Illidan, et puis
Et puis c'est Tyrande, du coup, qui dirige l'île, la cité. Donc là, encore une fois, un emprunt très fort en fait à la mythologie, mais voilà, pour créer quelque chose de visuellement très puissant. Encore une fois, cette spectacularité. Voilà, on imagine un arbre avec des mondes dessus, on va le faire. Voilà, et puis ça donne Teldrassil. Et puis, voilà, j'ai vraiment pas le temps. C'est hyper frustrant pour moi. Je suppose que ça l'est encore plus pour vous. Je voulais m'arrêter sur la figure de l'orque, effectivement, dans World of Warcraft. Là, on débattait beaucoup à ce sujet-là, parce que c'est vrai que si on prend la représentation des orques dans l'œuvre de Tolkien, par exemple, on a quand même une vision de l'orque qui est très, très noire. C'est un orque qui a la peau noire, qui ne supporte pas la lumière du jour, qui n'a pas été créé par des divinités, mais qui résulte d'une science complètement perfide, etc. Donc on a une vision très noire, très négative de l'orque. C'est une représentation qui va beaucoup évoluer, notamment par le biais du jeu de rôle, en fait, en fantasy, puis qui ensuite va gagner le monde vidéoludique. Et c'est vrai que dans World of Warcraft, on a cette représentation alors de l'orque qui a la peau verte. Donc ça nous vient plutôt en fait du jeu de rôle. La peau verte, ce qui signifie que l'orque a bu le sang de Manoroth. C'est ce fameux pouvoir démoniaque qui change complètement le corps et qui asservit en fait l'orque à la magie. Et donc l'image en fait qu'on va donner ici, c'est vraiment l'image guerrière, l'image de l'envahisseur qui va passer plus son temps à détruire qu'à construire, très clairement, qui va être représenté toujours en figure de héros conquérants ou de guerriers. Vous voyez ici, il est en train de monter un grand loup. Alors le loup en question, ce sont donc les wargs, là encore un emprunt à la mythologie qu'on peut trouver dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène où la population doit quitter le Rohan pour aller au gouffre de Helm, et donc il y a une attaque de Saruman, des wargs qui arrivent, etc. Donc c'est ce loup-là qu'on retrouve dans World of Warcraft, qui est présent donc dans cette mythologie nordique. Et voilà, donc c'est cette figure un petit peu guerrière. Et en même temps, j'ai envie de nuancer un petit peu le propos, et c'est ce qu'on se disait, c'est que avant d'être corrompu par le sang de Manoroth, l'orque, c'est quand même un être qui est pacifique, qui vit effectivement sur Draenor avec les Draenei, qui n'a pas forcément de prétention à vouloir tout casser et tout détruire. Il vit dans un monde qui est quand même assez luxuriant, etc. C'est vraiment quand l'orque va être corrompu par ce sang de Manoroth que là, sa représentation et ses actes vont changer. Et si on regarde en fait le film de World of Warcraft, on voit quand même que les valeurs qui sont associées à l'orque, c'est beaucoup plus nuancé que ça. On va notamment avoir des valeurs très écologiques, de protection de l'environnement. Notamment, il y a un plan dans le film, alors, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le film, où en fait les orques contemplent leur territoire. Ils voient que le territoire est complètement corrompu par la magie gangrénée, et ils se rendent compte en fait de cela, que c'est une terre qui n'est plus vivable, etc. Et effectivement, en fait, l'orque, plus on arrive dans la production contemporaine actuelle, et plus il va représenter ces valeurs-là. Et c'est pour ça que j'avais pris ces trois concepts-là. Alors vous avez à gauche et à droite la figure de Garrosh, que vous devez connaître pour ceux qui ont joué, et Thrall au milieu. Ces deux personnages qui ont une histoire très, très connectée, évidemment. Mais Garrosh, lui, va vraiment représenter cet archétype du guerrier. C'est presque l'incarnation de la figure d'Achille, en fait. Ce guerrier qui va vraiment va toujours chercher les exploits, et qui va mourir en fait de cette avidité. Il va mourir au combat, c'est pas pour rien. Alors que Thrall est un peu Spartacus pour le coup. Alors que Thrall c'est plutôt Spartacus. Effectivement, c'est celui. D'ailleurs, il va se libérer effectivement de la domination des hommes après les deux premières guerres. Donc en fait, c'est vrai que les orques, c'est une représentation qui est beaucoup plus nuancée. C'est pas l'orque de Tolkien où tout est noir, c'est un méchant, il vient de l'usine de Sauron. Non, là on est sur une représentation qui est beaucoup plus nuancée. Et d'ailleurs, je lisais un petit peu du coup les récits mythologiques de World of Warcraft, et en fait les orques descendent, alors je vais pas dire de bêtises, d'un géant de fer qui a été forgé par les titans, qui s'appelle Grond, et qui en fait était le géant en
charge d'assurer la végétation sur Azeroth, de contrôler la végétation, la nature. Et donc, l'orc, à la base, il est plutôt associé à une figure positive de protection de l'environnement. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez particulier et qu'on retrouve bien. Voilà, c'est très bien. On me permet de revenir vers Florian, qui était justement sur son personnage-là. Et on va clôturer un petit peu comme ça. Florian, je te pose une dernière question. Comme on parle de fantasy, forcément, ça m'intéresse un petit peu de savoir ce qui te plaît dans la fantasy, de pourquoi tu as gagné cet univers-là. Qu'est-ce qui t'a conduit à pas te spécialiser, mais en tout cas de te porter beaucoup sur cet univers? C'est la lecture, en fait. Quand j'étais petit, je lisais plutôt beaucoup. Et les choses qu'il y avait à la maison, c'était Le Seigneur des Anneaux, c'était le Silmarillion, c'était des choses comme ça. Et très vite, et de manière pas instinctive, mais j'avais besoin de mettre des images sur ce que je lisais. Et c'était une manière de pouvoir traduire visuellement. J'avais besoin de le poser sur papier, en fait. Et donc, très tôt, c'est devenu quelque chose qui était presque obsessionnel, où à chaque fois que je me mettais à dessiner, même petit, c'était des choses c'était ma vision des orques. À l'époque, il n'y avait pas encore Le Seigneur des Anneaux, tous les visuels qu'on pouvait avoir. Maintenant, il y avait Légende avec Tom Cruise de Ridley Scott. Il y avait des films comme ça qui faisaient un peu appel à l'imaginaire. Il y avait Dark Crystal, pas celui qui est sur Netflix, mais le film. Et c'était cet imaginaire-là. Il y a eu aussi La Guerre des Étoiles qui a beaucoup participé au fait. Alors même si c'est du space opéra, c'est plutôt de la science-fiction. Ça a énormément participé à créer des créatures, à les imaginer autrement, etc., etc. Et c'est surtout la lecture dans un premier temps, et encore maintenant d'ailleurs. Qui me permet de dessiner, de me faire mes images à moi, et de manière très égoïste, pour après pouvoir les refaire soit en digital ou soit sur papier. Mais avant tout, c'est la lecture. D'accord. Et justement, c'est une question que je me pose. C'est vrai que l'iconographie, en fait, fantasy, elle est tellement forte. Enfin, quand on parle d'un jeu fantasy, on s'attend tout de suite à voir certains éléments. Est-ce que c'est pas alors je dirais pas fatigant, mais est-ce que c'est pas compliqué aussi pour un concept artiste qui travaille dans l'industrie vidéoludique, à qui on va demander justement de faire du jeu fantasy? Est-ce que c'est facile de proposer quelque chose de nouveau ou de différent face aux attentes justement d'un joueur qui lui sait déjà ce qu'il veut? En fait, il y a beaucoup de, je suis pas le seul, hein, définitivement, à beaucoup de concept artistes, d'illustrateurs à proposer des choses nouvelles, et ils le font plutôt, enfin des choses nouvelles, pas en ce qui me concerne, mais vraiment des races particulières, avec de la magie particulière, avec un lore qui est très creusé, très puissant. Et on dépend pas, quand on travaille, on dépend des studios qui ont envie de vendre du jeu, qui ont envie de, certes bien construit pour beaucoup, mais qui ont envie à ce que le public se retrouve dans des plates-bandes qui soient connues de lui. Et on va retrouver très souvent dans divers jeux les orques, les elfes, etc., parce que déjà ça participe à l'imaginaire collectif. Tout le monde sait ce que c'est un elfe, ce qui véhicule plus ou moins. Tout le monde sait ce que c'est un orc, ce qui véhicule plus ou moins. Et je pense que c'est aussi ça qui freine un peu les différents studios à proposer quelque chose de radicalement nouveau en ce qui concerne la fantasy. Et c'est pas fatigant dans le sens où on arrive toujours à proposer quelque chose de nouveau. Si c'est pas dans le caractère du personnage ou si c'est pas dans la race, ça va être dans la manière de le représenter. Et il y a une infinité de possibilités de représenter un orc ou un elfe. Il y a vraiment énormément de particularités physiques ou graphiques à creuser qui peuvent être vraiment super intéressantes pour nous les concept artistes, et aussi pour le public en l'occurrence, et essayer d'amener petit à petit quelque chose qui soit très nouveau, ou sans être très nouveau, en tout cas quelque chose qui visuellement se diffère de telle ou telle production, ou se diffère de telle idée qu'on pourrait avoir de cette race-là, ou de différentes aptitudes d'un personnage, etc. Donc c'est surtout dans cet aspect-là qu'on creuse davantage quand on est en production. Après, quand on est chez nous, on peut se permettre de jouer davantage et de créer davantage, et de se laisser aller en fait à ce qu'on ne pourrait pas trouver en production. Donc c'est pas quelque chose qui est
est comment est-ce que je pourrais dire, c'est pas quelque chose qui nous bloque en fait dans la création et la productivité. D'accord. Du coup, je vais peut-être te poser, ce sera la dernière question de clôture. World of Warcraft, est-ce que ça a eu un impact sur ta production personnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui visuellement, narrativement t'a porté en fait dans ton univers perso? Moi, je jouais pas à World of Warcraft parce qu'il fallait un abonnement et que mes parents n'avaient pas les moyens de laisser jouer leurs bambins à World of Warcraft. Mais en ce qui concerne le lore, je le connais assez mal réellement. Mais en ce qui concerne l'aspect visuel, oui, je pense que ça a marqué toute une génération, et encore maintenant, toute une génération de graphistes, de concept artistes, d'illustrateurs. Je pense vraiment qu'ils ont amené quelque chose qui soit presque de l'ordre du... c'était Tolkien, un mélange de Tolkien et de métal hurlant. La première fois que j'avais vu les orques et tout le background, tous les environnements, toutes les architectures, oui, évidemment, c'est quelque chose qui marque fortement, surtout quand on est ado et qu'on est en plein dedans et qu'on est très frustré parce que tous ses potes y jouent sauf nous. Mais et du coup, on va essayer de trouver un autre échappatoire plutôt que d'y jouer. Du coup, moi, je préférais dessiner et créer mon propre univers en partant et en étant aussi inspiré par World of Warcraft. Donc, oui, forcément, ça inspire, et je pense encore maintenant très fortement, je pense que ça a inspiré toute une génération jusqu'à l'heure actuelle, toute une génération de créateurs, qu'ils soient graphistes ou non d'ailleurs. Je pense qu'aussi les musiques ont beaucoup contribué à faire naître des vocations. Donc oui, c'est très très inspirant, et ça a été une claque visuelle, parce que c'est quelque chose qu'on avait, en l'occurrence moi, j'avais rarement vu ou rarement eu l'occasion de pouvoir voir ça. Donc la première fois où j'ai vu un orc de Warcraft, je me suis dit, c'est mortel, quoi. On a 12 ans, je sais plus quel âge j'avais, mais c'était un truc de dingue où d'un coup les armures c'était complètement pété, et c'était immétable, mais c'était juste visuellement, c'était mortel. Alors, c'est plus mon métier maintenant, parce que nous, on doit trouver aussi de la fonctionnalité, mais il faut à ce que les armures soient portables, mais quand on a ce type de projet, ce type de studio qui nous demande de créer un univers aussi fou que visuellement que celui de Warcraft, ouais, évidemment que c'est un énorme plaisir, ouais. Bon, je crois qu'on clôturera par cet adjectif mortel, en espérant que la conférence n'a pas été de cette envergure. Merci beaucoup pour votre présence à toutes et à tous, et on espère vous retrouver pour les prochaines conférences. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.